l'impression de remonter le temps et de se retrouver en 38 sur l'anneau. On a la même configuration, les mêmes sensations. Donc c'est vrai que ça prend vraiment aux tripes. Rouler sur un anneau de 1924. Et on est en 2018 et cet édifice est toujours aussi brillant, aussi magnifique. C'était le pied absolu, quoi. Il y a un mystère qui plane sur ce record-là, ce qui le rendait encore plus intéressant à nos yeux, puisqu'on pouvait aussi un peu l'interpréter à notre manière. À partir du moment où on a une culture automobile, on sait que des grands pilotes ont roulé sur cet anneau-là et on y est, nous. Ça n'a pas de prix, quelque part. On a une chance extraordinaire. Présentée au Salon de l'Automobile de 1937, la Juva 4 est la première tentative pour Renault de voiture populaire. En dépit de ses modestes performances, c'est une auto moderne pour son époque. Elle abandonne les châssis séparés chers à Renault jusqu'alors et fait appel à une coque autoporteuse exigeant de lourds investissements industriels pour être réalisée. La ligne est élégante et fine. Les premiers modèles commercialisés sont carrossés en coach 2 portes, 4 places, similaires à Joséphine. La Juva 4 dispose d'un train avant à roues indépendantes, d'une suspension à ressorts à lames transversaux, mais ses freins sont à câble et son moteur à soupape latérale sont peu performants et d'un autre temps. Avec une puissance de 24 chevaux et une boîte de vitesse à 3 rapports, il ne faut guère espérer plus de 95 km/h en vitesse de pointe. La Juva 4 incarne un moment important pour Renault, mais aussi dans l'histoire de l'automobile en France. Elle annonce la disparition de tous les petits constructeurs des années 20 et la fin d'une certaine poésie mécanique, remplacée par la rationalisation des grandes marques. D'une aventure d'homme, l'automobile devient une aventure industrielle. Une histoire qui se serait probablement accélérée si elle n'avait pas été freinée par la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de sa production en 1960, plus de 250 000 exemplaires ont été vendus. L'histoire avec Joséphine, c'est une histoire qui est assez sympathique puisque je suis parti un matin pour faire une bourse pour acheter des sacoches pour une mobilette bleue. Donc voilà, et au cours de la visite de la bourse, je suis tombé sur une Juva 4 qui était dans son jus sur un plateau. Donc elle rentrait bien dans ma collection, mais elle était vraiment dans un jus avec un moteur qui était complètement usé, des pneus complètement explosés, et je l'ai stocké. 2 ou 3 mois après, je suis tombé sur la revue d'époque de la voiture, qui était un petit papier tout froissé, bien usé. Je l'ai consulté et je me suis aperçu que cette voiture-là, dans les années 38, avait fait un record. Je vais chez lui un jour, dans son hangar, où il a plein de trésors, et on parle de tout à fait autre chose. Il me dit, tiens, regarde, je viens de rentrer une Juva 4, un petit coach de 1939, regarde comme elle est mignonne. Et donc je regarde la voiture et oui, effectivement, elle est mignonne, c'est une jolie petite auto, bon, dans son jus, sympa, quoi, bon, ok. Et là, je passe mon chemin et il sort l'arme fatale, c'est le catalogue d'époque de la voiture avec « Regarde Igor, ça a fait un record ». Et là, tel un pointeur, je me suis mis en arrêt, comment ça un record? Et là, j'ai dit « Je veux qu'on le refasse ». Jean-Jacques m'a regardé, droit dans les yeux, s'est mis la main sur le front et j'ai bien vu dans son regard, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça à billetterie? C'était sûr qu'il était capable de réagir de cette façon-là. Donc je ne l'ai pas déçu et pour le coup, je lui dis on va faire le record. Donc il nous appelle, à Thierry Dubois et à moi-même, et il nous dit les gars, j'ai un truc de fou, on va refaire un record. Mais sans savoir absolument de quoi il s'agissait, s'il s'agissait de monter dans une fusée pour faire un record ou de prendre un vélo pour faire une distance, on a dit « Ok, on te suit », comme en fait on fait toujours depuis 25 ans. On a tendance à dire que plus le projet est stupide, plus il nous intéresse. C'est vrai que sur le coup, j'ai appris ça, puis bon, comme ça venait d'Igor et que c'était un truc sympa, on a dit oui, on y va, de toute façon, ça peut être qu'un truc marrant. Le but, de toute façon, c'est pas vraiment de réécrire l'histoire ou quoi que ce soit, c'est de faire un truc sympa entre copains. C'est une histoire oubliée, un record dont les chiffres se sont dilués dans le temps. En 1938, Renault cherche un moyen efficace de promouvoir la Juva 4, son nouveau modèle populaire. Il faut prouver au grand public sa fiabilité et ses performances. Pourquoi ne pas tenter un record? Ce sera sur l'autodrome de Montlhéry, l'arène des joutes mécaniques d'antan.
C'est donc du 29 au 31 mars 1938 qu'une petite Juva 4 s'élancera sur l'anneau pour un pari un peu fou. Tourner pendant 50 heures, sans relâche, avec le pied au plancher. Renault embauche 4 pilotes. Messieurs Quatreçou, Massot, Amberger et Fromentin se relayent jour et nuit. La Juva 4 parcourt ainsi 5380 km à près de 108 km/h de moyenne. En guise de baroud d'honneur, les derniers tours sont effectués à plus de 112 km/h. Il semble évident aujourd'hui que Renault avait considérablement préparé la voiture pour qu'elle atteigne de telles vitesses. Peu importe, auréolé de gloire, Renault lancera sur le champ la production des premières Juva 4 de série. 80 ans plus tard, l'histoire se répète et donne naissance à Joséphine. Quand Igor m'a parlé de cette idée, j'ai dit il faut absolument que la voiture ait un nom. Et le nom qui m'est venu immédiatement à l'idée, c'est Joséphine. C'est un hommage à Joséphine Baker, donc, qui était une dame extraordinaire, une femme qui a compté beaucoup pour l'émancipation des femmes, qui s'est portée aux côtés de gens comme Martin Luther King, qui a lutté contre l'esclavage. Donc Joséphine Baker était pour moi l'incarnation de cette folie, de cette possibilité d'oser quelquefois des choses qui paraissaient impossibles à réaliser. Et évidemment, de Joséphine, Oser Joséphine, la chanson de Bachung, c'est devenu une évidence. Donc le nom de code de la mission, c'était Oser Joséphine. Regardez bien les souriants là pour l'instant. C'est chaque chose qu'on va faire. Et après on aura 3 verres de champagne. Après, oui, en plus, la voiture pendant tout le de cette marque dorénavant. Ici, en fait, vous avez Une restauration d'une voiture comme celle-ci, ça demande souvent au moins 2, voire 3 ans de restauration, parce que on prend son temps pour rester. Et là, il a fallu pratiquement tout restaurer en un minimum de temps. Donc on a tout restauré, on va dire, en 3-4 mois, quoi. Il a fallu faire rapide et quelquefois même ne pas prendre son temps pour trouver de la bonne pièce, quoi, ou trouver de la pièce moins chère, parce que les pièces pour refaire une voiture de 1938, une Juva 4, c'est des pièces qui sont rares et chères. Donc quand je trouvais un pignon en céleron, je l'achetais, quoi. Bon, voilà, parce que je me disais c'est rare, quoi. Bon, quand je trouvais des pièces de train, c'est pareil, je les prenais. Étant donné qu'on a une culture quand même de la voiture de course, quand on a restauré la voiture, on lui a retiré ses chicanes, on a mis un échappement libre, etc., etc. Ce qui fait que le moteur est un petit peu peaufiné, un petit peu gonflé, ce qui fait qu'on se rapproche, pourquoi pas, d'une voiture, on va dire, on l'a coursifié un petit peu. Il est resté que 3 semaines avant la date et on a mis tout en œuvre à l'atelier pour reconstruire ce moteur. On a fait un moteur comme de base, hein, tout ce qui est de plus classique en restauration, en favorisant la fiabilité, bien sûr. Donc ça a été prêt 1 semaine avant l'échéance. On a roulé un petit peu et on est là. Voilà.
qui importe quand on roule comme ça à plusieurs, c'est le relais, c'est le passage du témoin, quoi, hein, ni plus ni moins, quoi. On passe la voiture de façon à ce que l'autre puisse aussi vivre ce que toi tu viens de vivre. Et puis les 3 personnes qui roulent avec moi, c'est des gens qui ont une culture d'automobile, c'est des gens qui vivent aussi exactement. Je pense qu'on vit tous les 4 la même chose, quoi. Bon, ça ne peut être qu'extraordinaire, quoi, de pouvoir vivre une telle aventure, quoi. Ben, en fait, on voudrait pas que ça s'arrête. C'est ça qui est marrant, il n'y a pas de lassitude. Et tous, on a eu la même réaction. À chaque fois qu'on nous dit de nous arrêter, ben, on dit bah non, mais tu sais, ça allait. Là, je viens de faire un tour de 2 heures. Je pouvais continuer. C'est vrai que ça paraît idiot, mais non, on est bien, on est tout seul déjà. On maîtrise le truc. Là, on a quand même l'anneau pour nous tout seul, ce qui est quand même exceptionnel. Et ben, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait, même si on tourne en rond en fait, sur cet ovale de 2,5 km, ça n'est jamais pareil. Il y a toujours un élément qui change. Alors la nuit, évidemment, ça c'est le truc, l'ultime, on va dire. C'est vraiment quelque chose de très très différent. On a de très très bons phares qui nous permettent vraiment d'évoluer dans des conditions vraiment le plus optimum possible. Néanmoins, ça reste extrêmement compliqué parce que ça change, le décor est sans repère. Et là, ça devient très très compliqué en fait. La nuit, c'est magique. De rouler sur un circuit comme Montlhéry, c'est magique. On est seul dans la voiture on ronne bien, elle tourne bien. Je dirais pas qu'on admire le paysage, mais on vit l'anneau. Il y a une présence sur l'anneau. À partir du moment où on a une culture automobile, on sait que des pilotes ont roulé, des grands pilotes ont roulé sur cet anneau-là, et on y est, nous. De nuit, comme ça, dans l'ambiance record, je sais pas, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de magique qui se passe. Je dors pas, moi. Il dort, Patrice. Alors pour être très honnête, la première demi-heure, c'est-à-dire vraiment le premier roulage, j'ai eu très très peur. C'est-à-dire que je ne roulais pas assez vite et la voiture se dandinait en bas de la piste, c'était très désagréable. Enfin bref. Et là je me suis dit mais dans quelle galère on s'est mise, quoi. L'enfer. Et donc là très honnêtement, les 4 premiers tours, j'ai trouvé ça vraiment presque pénible, quoi. Et en fait, j'ai trouvé le rythme. J'ai compris qu'en fait, la voiture, elle avait besoin d'avoir un rythme et que ce rythme la rendait légère, douce et du coup sûre et agréable à conduire, tout simplement. Et donc, dès que je me suis mis dans ce dispositif-là, tout de suite, et bien là, c'est devenu sympa. Et les sensations sont absolument exceptionnelles.
Les sensations sont sympathiques parce qu'elle a un comportement d'abord qui est très linéaire. C'est une voiture qui ne bouge pas. Elle avale la route, quoi. Et il n'y a absolument aucun problème. Et elle est très plaisante à conduire. Maintenant, avec une vitesse, nous, on roule avec parcimonie, quoi. On fait attention, quoi, de façon à pouvoir engranger un maximum de tours. Bah, déjà, a priori, une Juva 4, c'est pas un foudre de guerre, mais on a vraiment tous été surpris par la vélocité, la légèreté de la voiture. Hein. C'est vrai qu'elle est toute petite, elle est toute légère, elle marche super bien et on a l'impression de voler au-dessus de la piste. C'est vrai que c'est sympa. Puis les sensations, c'est quand même vraiment de faire un saut dans le temps. Hein. C'est qu'en 38, effectivement, ils voyaient la même chose, le même capot, le même anneau, et c'est ça qui touche beaucoup, quoi. Surtout quand on se retrouve d'ailleurs tout seul à l'autre bout du circuit. Comme la grande majorité des records de cette époque, le défi de la Juva 4 Renault s'est déroulé sur le mythique autodrome de Montlhéry. Grâce à la passion et à la fortune d'un homme, la légende française se bâtira. Industriel et inventeur, Alexandre Lamblin fait l'acquisition en 1923 d'un vaste terrain sur le plateau de Sainte-Trope, à Linas-Montlhéry. Il demande à l'architecte Raymond Jamin de dessiner un circuit permettant d'accueillir de nombreuses disciplines. Selon les idées de Lamblin, le circuit ne peut être autre chose qu'un vaste vélodrome, un gigantesque théâtre sportif. L'anneau parabolique développe 2548 mètres et permet à un véhicule d'une tonne d'atteindre 220 km/h au sommet des cours. L'autre innovation consiste en sa fabrication sur une charpente de poteaux en béton armé. 2000 ouvriers, 1000 tonnes d'acier, 8000 mètres cubes de béton et 6 mois de travail acharné permettent la réalisation de l'ouvrage. Inauguré le 4 octobre 1924, le circuit de Montlhéry devient la piste incontournable pour tous les grands acteurs du sport automobile. Entre 1925 et 1939, 86% des records mondiaux sont battus sur l'autodrome français. De nos jours, c'est encore le circuit où s'est déroulé le plus de records sur piste au monde, avec plus de 1800 records à son actif. Il nous fallait un budget, bien évidemment, pour arriver à mener cette opération. Parce qu'il y avait la restauration de la voiture et puis il y avait toute la logistique à mettre en place. Et nous avons décidé donc de faire appel à une opération de crowdfunding sans véritablement de grands espoirs. On se dit, ouais, on va avoir des copains qui vont nous filer 20 €, on aura peut-être quelques généreux qui vont nous donner 50 €. Et là, quel a été notre étonnement? C'est que non seulement les gens ont adhéré à cette idée parce qu'ils la trouvaient un petit peu folle, mais en plus on a reçu des marques de sympathie tout à fait incroyables. C'est peut-être certainement ce qui est le plus impressionnant dans l'histoire, c'est le nombre de gens qui ont dit « mais c'est formidable, on veut vivre ça avec vous, on veut suivre votre aventure et ce que vous faites est absolument formidable ». Ça fait vraiment très chaud au cœur. Je pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille. C'est-à-dire qu'au début, bon, bah, c'était sympa. Après, je regardais mon planning. Moi, j'ai quand même pas mal de boulot. Je me dis, bon, ça va être 3 jours. Bref, enfin bon, Igor le demande, on le fait. Puis là, on voyait que ça montait quand même crescendo. Et ça a vraiment explosé avec le départ de la voiture. Parce que beaucoup de gens, je pense, n'y croyaient pas, trouvaient ça bon. Faire un tour de Juva 4, ça, je vous dis, ça... C'est une voiture populaire, c'est pas un monstre. C'est une voiture qui est à la limite que tout le monde pourrait s'offrir. Et donc, c'est ça qui fait beaucoup pour l'intérêt sur ce record. On a reçu des lettres très très touchantes du style de celle d'un étudiant qui nous dit « j'ai pas beaucoup d'argent, habituellement je mange des pâtes avec du ketchup, je vous envoie 20 €, tant pis, je mangerai que les pâtes, je me passerai du ketchup. Mais cette histoire me paraît tellement fantastique, elle me plaît tellement que je vous envoie 20 €. Ces marques de sympathie nous ont un peu galvanisés. On s'est dit, c'est extraordinaire parce que cette folie, entre guillemets, elle était partagée par tout un tas de personnes qui avaient finalement confiance en nous, qui s'identifiaient dans ce record. Il est 19h21, il reste presque 12 heures. La nuit va tomber dans peu de temps, c'est la nuit qui sera le plus difficile parce que la fatigue est là. Mais l'adrénaline est là aussi. Sans relâche, Joséphine tourne, comme à la poursuite de la gloire de son aïeul. Les angoisses du début se sont dissipées. Le moteur de Joséphine fonctionne de mieux en mieux.
Sous les traits tirés par le manque de sommeil, on peut lire sur les visages de toute l'équipe comme un immense bonheur de vivre l'instant. Déjà 24 heures, plus de 1500 km parcourus. Cela ne fait plus aucun doute, Joséphine sera au rendez-vous. L'euphorie règne sur la piste comme dans les stands. L'équipe est optimiste. Imperceptiblement, la cadence sur la piste s'est accélérée pour le plus grand bonheur de tous. À 22h10, Joséphine s'immobilise, avec un bruit sinistre et caractéristique. Des termes techniques et funestes jaillissent des stands. Déjaugeage, vilebrequin mal lubrifié, bielle coulée. Pour toute l'équipe, c'est soudain la consternation. Patrice et Renaud, les deux mécaniciens, n'acceptent pas la défaite. Cela fait des mois qu'ils ont les mains dans le cambouis. Ils ne peuvent se résoudre à l'abandon. Joséphine doit franchir la ligne d'arrivée par ses propres moyens. L'équipe décide d'emmener la Juva 4 dans un véritable atelier pour la réparer. C'est Frédéric Novo, le grand spécialiste de la marque Bugatti, dont le garage se situe à quelques kilomètres de l'autodrome, qui sera le sauveur. Il est pratiquement minuit lorsque Joséphine est poussée dans le temple de la mécanique d'élite. Sans perdre une seconde, Patrice et Renaud se lancent dans un ballet fascinant où chaque geste est calculé. Le démontage dévoile que 2 bielles sont endommagées. Il faudra attendre 6 heures du matin pour que celle-ci soit enfin réparée. Joséphine est de retour sur l'anneau. Tous les membres de l'équipe, le corps et l'esprit harassés de fatigue, applaudissent la prouesse. 36 heures après le début de l'aventure, Joséphine franchit la ligne d'arrivée. Peu importe les chiffres, les kilomètres, la moyenne, ils ne voulaient rien prouver, simplement retrouver leur rêve d'enfant. Ce record n'entrera probablement pas dans la légende, qu'à cela ne tienne. Oser Joséphine restera pour Igor, Jean-Claude, Thierry et Jean-Jacques et toute la bande de furieux un joli hommage à des faits et des hommes oubliés. Et un exceptionnel moment de plaisir, de rire et de partage. Une belle aventure humaine.